Bonjour à tous, savez-vous vraiment prendre du recul? Reculer pour avoir une vision plus globale de différents angles d'une certaine situation. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 points qu'il serait bon de travailler si vous souhaitez apprendre à vraiment prendre du recul. Premièrement, prendre de la distance par rapport à soi. On ne peut effectivement pas prendre du recul par rapport à une situation qui nous arrive ou dont on est témoin si de prime abord on ne peut pas prendre de la distance par rapport à soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit tout simplement d'un travail de longue haleine, d'un travail régulier, dans lequel il s'agit de faire des bilans de son parcours de vie pour savoir où on se situe dans la vie, maintenant, au moment présent, ce que nous avons parcouru dans le passé, qu'est-ce que nous avons réalisé de bon, qu'est-ce qui a été un petit peu moins bon, quelles ont été nos défaites, nos erreurs, nos victoires, nos objectifs aussi, c'est-à-dire la manière dont on se projette dans le futur, et aussi savoir définir ce qui aujourd'hui est important pour nous et dans quoi nous nous reconnaissons. Vous pouvez par exemple pratiquer cet exercice en tenant un journal dans lequel vous noterez tous les points que je viens de citer, ou tout simplement pour d'autres ça va être une sorte de méditation où on fait le point mentalement un petit peu sur sa vie. Libre à vous de choisir le support ou la manière d'accomplir ces petits points qui vont justement vous permettre de maintenir une certaine propreté et clarté au niveau du soi. Un deuxième point que je juge important, c'est d'apprendre à se détacher des émotions d'autrui. J'ai eu l'occasion de remarquer pendant ma courte vie et ma courte expérience que on se calquait facilement sur les émotions des autres. Si par exemple vous voyez quelqu'un pleurer, donc l'empathie fait que on va ressentir de la peine pour cette personne-là. Mais il y a certaines personnes qui vont en quelque sorte aller au-delà de cette empathie, dans le sens où l'émotion de l'autre va complètement les coloniser en quelque sorte, et peut-être même les handicaper dans une situation donnée ou sur un certain laps de temps. Si par exemple votre conjoint s'énerve, il n'y a aucune raison pour que vous vous mettiez à vous énerver aussi. Cela ne fera qu'empirer les choses en réalité. On peut se dire aussi qu'à force de vivre avec quelqu'un, on a tendance à ne faire qu'un justement avec cette personne-là, notamment au niveau des émotions. Mais je pense que c'est quelque chose dont il faut prendre de la distance justement pour que les deux personnes puissent s'aider mutuellement, puissent avoir un regard critique sur l'autre et puissent s'élever ensemble. Dans cet exemple que je viens de donner où notre conjoint s'énerve, on peut se répéter la phrase concrètement à ce moment-là dans sa tête. C'est son émotion à lui, pourquoi moi je m'énerverais? Et aussi avoir de l'empathie et de la compassion pour la personne qui ressent cette émotion-là, cette émotion de colère qui va l'assaillir et qui va passer, justement. Le but, ça va être vraiment d'aider cette personne-là à faire passer sa colère. Ça va dépendre justement de la personne, de comment elle marche. Il y a certaines personnes qui auront besoin de rester seules, tout simplement, donc il faudra leur permettre d'avoir cet espace-là de solitude. D'autres personnes, ça va être d'avoir un câlin, par exemple, donc un contact physique. D'autres personnes, ça va être par le regard, par les mots. Donc c'est aussi une occasion de mieux connaître la personne et d'enrichir la relation, contrairement au fait de s'énerver contre l'autre. C'est quelque chose de complètement stérile. Il ne faut pas, je pense, tomber dans ce piège-là. Dans une situation donnée où on ne sait pas comment réagir, le mieux, je pense, est de se poser la question suivante. Quelle est l'action que je dois faire pour engendrer quelque chose de bien? Quelque chose de bien pour la personne, pour moi, pour la situation, etc. Dans la continuité de ce deuxième point, le troisième consiste à apprendre à dédramatiser. Quand il y a une situation donnée et que dans notre tête c'est le drame, on dramatise alors qu'il n'y en a nullement besoin et que ça nous stresse à un point où ça nous fait plus de mal que de bien. Parce que ce que je me dis aussi, c'est que parfois stresser pour une situation donnée nous permet bien évidemment d'agir, de passer à l'action vite et de manière efficace. Mais parfois le niveau de stress est tellement grand que ça nous fait énormément de mal. On dramatise trop. Ce qui se passe alors, c'est que nous avons un système d'information qui est fermé et homogène. Et ce qui est homogène et fermé est voué à la mort. Donc c'est un système où des informations nouvelles n'entrent pas et qui fait tout simplement griller notre cerveau, si je peux m'exprimer ainsi. Par exemple, votre fils a cassé
le vase hérité depuis des générations de votre famille. Oh le drame! Lui il est tout innocent, il vous regarde comme ça et vous regardez les morceaux de ce vase hérité depuis des générations de votre famille. Vous êtes triste, vous êtes en colère, vous ne savez pas quoi faire, un tas d'émotions vous assaillent. Dans cette situation, on regarde le vase, on regarde l'enfant, on regarde le vase, on regarde l'enfant, et puis il y a nos émotions qui montent, et on peut tout simplement se mettre en colère, par exemple, contre l'enfant, exploser, avoir peut-être une réaction démesurée par rapport à la situation. Bien évidemment, on peut être triste d'avoir perdu ce vase. Néanmoins, on peut voir la chose autrement. Peut-être pas sur le moment où on découvre que le vase est cassé, mais dans la foulée, 2-3 minutes après, 5 minutes, 10 minutes, le temps de reprendre un petit peu ses esprits et de se dire « Ok, il faut que je ramène une nouvelle information dans ce système. Ok, c'est l'occasion de donner une bonne leçon à mon fils sur le sujet, de le sensibiliser aux autres objets précieux peut-être que nous avons dans la maison. C'est aussi une manière de se dépasser soi-même, de se contrôler et de montrer l'exemple à suivre aussi pour le petit, parce que de toute façon ils vont réagir comme nous réagissons, ils vont se comporter comme nous nous comportons, alors autant donner le bon exemple. Donc dans des situations comme ça où pour nous, dans notre tête, c'est le drame absolu, et quand on voit que ça nous submerge trop, la solution c'est de se dire ok, là je suis dans un système fermé où il n'y a aucune nouvelle information qui rentre, ça ne peut que me faire du mal. Voilà, qu'est-ce que je peux amener pour me sortir de cette situation? Quelle nouvelle information puis-je faire rentrer dans le système pour trouver une sortie, pour trouver une solution? Quatrième point important, c'est de réduire la pollution mentale. Le but ici n'est pas de tout lisser, d'anesthésier la pensée, de croire qu'on peut maîtriser nos pensées à 100%, de faire le vide absolu. De mon côté, j'ai un peu de mal à y croire. Néanmoins, il y a des gestes quotidiens qu'on peut faire pour avoir une certaine netteté, un certain calme, une certaine sérénité plus ou moins mentale, spirituelle, qui va nous permettre d'avancer sereinement plus ou moins dans la vie. Des gestes comme éteindre la télévision ou ne pas scroller sur Twitter ou sur Google pour voir les informations, donc ce qui se passe, parce que généralement on nous met toujours les faits divers. C'est bien de s'informer, c'est bien de savoir ce qui se passe, mais c'est nocif pour nous de tout le temps regarder l'actualité, de tout le temps se focaliser sur les points négatifs. Dans la même veine, arrêtez de scroller H24 parce que premièrement ça nous fait perdre notre temps et deuxièmement ça nous affaiblit de tous les points. Quand on passe tout son temps à scroller, on perd confiance en soi, trop aux autres, on ne fait rien et après on a un certain dégoût vis-à-vis de soi-même. C'est bien d'être sur les réseaux sociaux quand on sait bien les utiliser. Ce qui pollue beaucoup aussi, je trouve, notre âme, notre esprit, c'est la médisance. C'est le fait de parler mal des autres et en leur absence. Parfois on va parler de son collègue, de son ami, de l'ami d'un ami, d'un parent, d'un cousin. On va le critiquer et on va parler de lui 5, 10, 15 minutes. Et le comble, c'est quand l'autre personne va aussi nous encourager dans cette médisance-là, à dire « Ah oui, c'est vrai, t'as raison, moi l'autre fois j'ai remarqué que... » Bon, parfois c'est bien de faire le point, par exemple, sur une personne, de dire attention, voilà, cette personne-là m'a fait un coup, je sais pas toi, mais attention. Enfin, bref. Il y a des manières de parler des autres qui ne vont pas juste vous faire gaspiller votre salive. Car la médisance est un poison de l'âme. Pour moi, c'est vraiment comme si on s'injectait du poison à nous-mêmes. Et c'est comme si on se confortait justement dans tous ces points négatifs qu'on citait et qu'on se sentait peut-être aussi supérieur. Donc je pense que ça nourrit une image négative de soi au fur et à mesure du temps. On va devenir aigri, on va tout le temps râler, on va se plaindre de tout et on va surtout ne plus avoir de patience. Dernier point pour réduire cette pollution mentale, c'est d'identifier les pensées récurrentes, leur pourquoi et un éventuel passage à l'action, sinon un classement de cette pensée dans un coin, dans un tiroir de notre cerveau.
Parfois on a des pensées qui reviennent, des images, des souvenirs, des émotions, même physiques, et on ne sait pas pourquoi, et on laisse traîner, et on laisse ces émotions venir parasiter justement le cours de notre journée, par exemple. Je suis en train de travailler et tout d'un coup j'ai une réminiscence, j'ai une image d'une bêtise par exemple que j'ai faite les jours passés, et je ne cherche pas à comprendre pourquoi. Je me remets au travail, j'oublie, et puis ça revient le lendemain, ça revient 2 jours après, etc. Donc savoir aussi observer ce flux de pensées qui arrivent, qui nous assaillent, voir les récurrences, voir ce qu'on peut faire, agir. Ça nous permet d'avoir plus ou moins une certaine clarté d'esprit qui nous aide à avancer dans notre quotidien, qui nous aide à avancer dans la vie. Dans la continuité de ce point, bien évidemment, cinquièmement, cultiver le silence. Contrairement à la médisance, à ce brouhaha ambiant et incessant, le silence est un remède de l'âme. Vous voyez, quand on lave le riz, par exemple, on le lave 1, 2, voire 3 fois jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Et puis on le met à cuire. Quand on lave des lentilles, par exemple, sèches qu'on va cuire, eh bien on les laisse tremper un petit peu et va remonter justement à la surface toutes les poussières. Ces poussières-là, ce sont vraiment les choses qu'on doit sortir de nos vies. Et le silence est vraiment cette eau qui est purificatrice, qui va irriguer notre âme. Quand on se tait dans une chambre, par exemple, ce qui est le comble de notre époque, on ne peut pas rester seul en silence dans notre chambre, il y a toujours du bruit, que ce soit internet, que ce soit dehors, que ce soit nos pensées, etc. On est toujours parasité. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un très bon exercice à faire, à appliquer tous les jours de plus en plus. Donc le silence est une eau purificatrice qui va irriguer notre âme, qui va irriguer notre esprit et emporter justement avec elle toutes ces poussières, tous ces parasites qui n'ont pas lieu d'être en nous. Quand on fait cet exercice de silence, de marcher dans la nature par exemple en silence, on va remarquer qu'il y aura des choses qui vont remonter en nous, donc des pensées, des émotions, ça dépend vraiment de chaque personne, des paroles. Ces choses qui remontent à la surface, ce sont des points d'attention qu'il faut regarder, qu'il faut analyser, qu'il faut observer. Parce que ce sont des points justement qui peuvent nous aider à mieux nous situer par rapport au monde, par rapport à notre trajectoire et savoir aussi ce qu'on va faire de ces points-là. Comment ces points-là peuvent nous aider à nous guérir. Pour finir, sixièmement, privilégier le dialogue quand cela est possible. Je dis bien quand cela est possible parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Parfois, avec certaines personnes qui vont être toxiques pour nous, il vaut mieux couper la relation directement, couper le dialogue directement. Parce que justement, ces personnes-là, on sait très bien qu'elles ne comprendront pas, on sait qu'elles sont toxiques pour nous et qu'on se situe à un niveau de la vie qui n'est pas le leur et qu'elles ont leur propre chemin à faire tout simplement. Et ce serait vraiment égoïste de rester avec cette personne-là, sachant qu'on n'est pas au même niveau d'évolution. Donc pour aussi nous aider à prendre du recul, le regard de l'autre peut être vraiment précieux, parce que justement, il va apporter un point de vue qui va être différent d'une autre, parce que cette personne-là a un parcours de vie, un chemin différent, donc forcément ce qu'elle va dire va différer de notre point de vue à nous. Donc c'est bien de prendre son avis sur une situation, voire même prendre l'avis justement de plusieurs personnes qu'on estime, de plusieurs personnes de confiance, quand on estime que cet avis-là va pouvoir nous apporter quelque chose et va pas plus nous bloquer qu'autre chose. Parce que parfois on estime tellement une personne qu'on croit que sa parole à elle est la vérité et qu'on s'écrase totalement devant cette personne-là. Là aussi c'est plus toxique qu'autre chose. Donc vraiment prendre l'avis d'une personne, mais réaliser que c'est un avis, que je le prends en compte et que ce n'est pas une vérité pour moi. Donc c'est moi vraiment avec ces divers avis qui vais prendre la décision in fine. Pour résumer, afin de prendre vraiment du recul par rapport à sa vie, par rapport à une situation donnée, nous avons vu 6 points. Premièrement, prendre du recul par rapport à soi. Deuxièmement, apprendre à se détacher des émotions d'autrui. Troisièmement, apprendre à dédramatiser. Quatrièmement, réduire la pollution mentale. Cinquièmement, cultiver le silence. Et sixièmement, privilégier le dialogue
quand c'est possible. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, partagez-la, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me laisser vos méthodes à vous pour vraiment prendre du recul, donc des choses qui vous ont servi, qui ont fait leur preuve dans vos vies, ce sera avec plaisir que je les testerai moi aussi, ça pourra aussi aider les autres, donc vraiment n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée.